Philippe, Charles et Éric. Je suis content de vous parler de mon père. Je dirais que je suis très content aussi que ce soit toi, Philippe, mon petit-fils, un de mes petits-fils, arrière-petit-fils du maréchal Leclerc de Haute-Cloque, qui en a eu l'initiative. Je suis content de vous parler de mon père parce que je sers sa mémoire comme ça. Servir sa mémoire, c'est quoi? C'est transmettre aux générations futures son exemple et pas commémorer une statue du passé. Donc je suis très content que vous cherchiez à mieux connaître les tenants et aboutissants de l'épopée de mon père. Ça aurait pu se passer à Tailly, nous l'avions vu avec Philippe. Vous savez, Tailly était en Picardie, l'endroit où mon père avait ses racines, avait ses idées, et s'il a appelé le char sur lequel, en 18 juin 1945, il a ouvert le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées à Paris, il l'avait appelé Tailly. S'il a appelé Tailly également l'avion sur lequel il est mort, c'est pas hasard. Mais on s'est dit que pour mettre au mieux le temps disponible que vous aviez, il valait mieux aujourd'hui que nous entretenions aux Invalides, qui est un haut lieu de l'histoire de France, et qui est un haut lieu de l'histoire de France où mon père repose. Car presque sous vos pieds, là où vous êtes en ce moment, c'est là, il y a dans l'église des Invalides, la tombe de mon père. Donc on s'est dit que Tailly aussi aurait eu toutes ses qualités, mais les Invalides sont un cadre très prestigieux et je suis persuadé qu'il aidera en plus à ce que nous ayons des pensées élevées. À vous qui êtes jeunes, je citerai une phrase écrite par le général de Gaulle. « Enfants de France, rêvez d'être un jour des Leclerc, apprenez ce que vaut une libre volonté française. » Nous aussi, nous souhaiterions beaucoup vous remercier de prendre le temps de répondre à nos questions. Et car vous savez que nous effectuons en vue du bac et dans nos études une recherche sur le maréchal Leclerc, votre père et mon arrière-grand-père. Nous sommes très conscients du privilège que vous nous accordez et très contents de plus que vous nous éclairiez un petit peu plus sur une belle page de notre histoire. Tout d'abord, mon papa, nous souhaiterions vous poser quelques questions. Je vais commencer par la première question. Alors, quels étaient les liens du maréchal Leclerc avec ses hommes? Bonne question. Tu me permettras, je me sers d'un papier parce que je vous donnerai de ces citations de ces hommes, de ces supérieurs, sur la question essentielle que tu viens de poser, tu vois. Et je suis content aussi que tu aies parlé de ces liens et pas de ces rapports. C'est beaucoup plus profond, tu vois. C'est beaucoup plus fort et c'est plus durable. Et c'était véritablement des liens et pas des rapports. Tu as raison de parler de tout cela. Ces liens étaient d'abord réciproques entre lui et ses hommes et entre ses hommes et lui. Ce n'est pas par hasard si les anciens de la 2e DB, des officiers jusqu'aux soldats, s'appellent entre eux, encore 60 ans après, les Leclerc. Malgré leur grande diversité d'origine, de religion, de croyances, ils ont le sentiment profond d'avoir battu d'un seul cœur. Comme l'a dit Cocteau lui-même, qui a dit ça, je suis stupéfait, j'ai l'impression de voir des hommes qui ont battu d'un seul cœur. Ce sentiment est à la base d'une confiance et d'une estime réciproque entre mon père, ses officiers et ses hommes. En effet, et le général de Vézinay, qui était un de ses plus proches compagnons, l'a très bien dit, que les hommes de mon père, officiers et soldats, étaient prêts, voilà son texte, ils sont prêts à suivre Leclerc au bout du monde. Ce dernier inaugure un style de commandement nouveau, fondé sur le contact et l'information réciproque. Il prend conseil et avis. Il écoute et explique et décide.
Ils ont tous l'impression d'être dans le secret d'un patron pas comme les autres. Un esprit d'équipe dynamique et irrésistible se forme qui sera responsable, cet esprit, des grandes choses que Leclerc obtiendra tout au long de l'épopée de ses hommes. Le général de Boissieu, gendre du général de Gaulle, qui était autrefois, avant la guerre de 40, qui était élève de mon père à Saint-Cyr, à l'école de cavalerie, a écrit qu'en 8 jours, mon père connaissait tout le monde. Il ajoute, il avait sur lui un fameux petit carnet où il inscrivait tout. Si nous étions d'une famille nombreuse, si ce que faisaient nos parents, où nous étions préparés, quelles étaient nos activités en vacances, etc. C'est un homme qui savait toutes ses subordonnés. Voilà ce qu'écrit le général de Boissieu. En quittant en 1945 le commandement de la 2e DB, car nommé par le général de Gaulle au commandement du corps expéditionnaire d'Indochine, il rassemble la 2e DB, c'était, je me rappelle, le 21 juin 1945, pour faire ses adieux à la 2e DB, à la division. Et s'exprime ainsi, ça a été un ordre du jour, donc je le lis car c'est textuellement ce qu'il a dit. Je vous quitte, mais je ne quitterai pas l'insigne de notre division, celui que j'ai pris aujourd'hui en votre honneur. Je ne quitterai pas l'insigne de notre division, je le conserverai car ce sera ma plus belle décoration. L'esprit qui anima notre division et nous permit de vaincre, je vous le rappelle, avant de m'éloigner, ce fut en toutes circonstances la recherche du travail et du combat les plus utiles aux intérêts supérieurs de la France, quelles que soient les difficultés. Nous avons vaincu ensemble, c'est bien, mais nous avons réussi, je crois, à partager le patriotisme en agissant. C'est encore beaucoup mieux. Le patriotisme n'est pas aujourd'hui un sentiment chauvin et étroit, dépassé par l'histoire. C'est une nécessité vitale, les événements de chaque jour le prouvent. Demain, continue-t-il dans sa proclamation, son ordre du jour, demain comme hier, conserver ce patriotisme agissant. Le commandement, ajoute-t-il, le commandement de cette division fut facile, parce que tous poursuivaient le même but, faisant preuve d'une camaraderie de combat efficace. Je vous quitte. Mais je ne vous oublierai pas. Je vous quitte vous-même quand vous sentirez votre énergie fléchir. Rappelez-vous Coufra, Alençon, Paris, Strasbourg. Par ailleurs, dans ces ordres du jour, comme celui-là, qui est celui qu'il a prononcé au départ, par exemple, l'ordre du jour 73, qui s'appelait « Le serment de Coufra est tenu ». C'était pour la prise de Strasbourg. Le serment de Coufra est tenu. Le général s'adresse à ses hommes, dit exactement comme là, pas je, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, vous avez fait cela. S'adressant à ses hommes, il dit, vous avez traversé les Vosges, vous avez infligé à l'ensemble de l'ennemi des pertes sévères, vous avez chassé l'envahisseur de la capitale de l'Alsace, je vous remercie. Pour l'expérience et l'extérieur aussi, les liens réciproques entre mon père et ses hommes étaient évidents, pas qu'entre eux, à l'extérieur. Dans son éloge posthume de Leclerc, écrit par le général de Gaulle, ce dernier s'exprime ainsi. L'épopée de Leclerc c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire. Non seulement en raison de la valeur du chef et de l'itinéraire terrible et merveilleux qu'il a parcouru avec ses compagnons, mais parce que lui et eux donnaient sans aucune retenue, tout d'eux-mêmes, sans calcul. Oui, leur effort, tous les hommes purs et forts qui en ont porté le poids depuis leur jeune et glorieux général jusqu'aux plus obscurs soldats
en faisant un humble don offert de toute leur ferveur à la douleur et à la fierté de la France. C'est pourquoi il n'y a pas une ombre dans ce tableau. Ce sont les propos écrits du général de Gaulle. Un aspect mérite d'être souligné. Je pourrais en souligner beaucoup, mais celui-là, je tiens à le souligner. Les hommes de Leclerc savaient qu'en même temps qu'il était très exigeant pour eux, il avait un souci constant d'économiser leur vie. Il avait le souci constant de cela, et aucune gloire à ses yeux ne justifiait qu'il expose inutilement ces hommes et sans efficacité. Il s'entretenait avec eux, se souciait de leurs difficultés. Je me rappelle un souvenir que je me permets de vous livrer, parce qu'il nous amuse encore. En Alsace, en 1944, il faisait moins 20 et plus, il faisait très froid, surtout dans une division blindée à base d'acier, de fonte et de matériaux métalliques. Et mon père, par souci du froid de ses hommes, avait fait faire des manchons en peau de lapin, même très bien, pour ces hommes, pour qu'ils n'aient pas trop froid. Et seulement, il avait, dans ses consignes, ajouté qu'il leur demandait de porter ces manchons avec le poil dedans pour garder tout de même une allure un peu militaire. Et un jour, dans une tournée d'inspection, il voit un des gars de la 2e DB qui avait son manchon avec les poils dehors. Alors, il l'interpelle, il lui dit « Mais comment portes-tu ton manchon ?» Alors, le soldat sans réfléchir répond « Comme les lapins, mon général ». C'est un immense éclat de rire qui a fait très vite le tour de la division. Je vous cite ça, je ne l'avais pas écrit, mais je crois que c'était vraiment un petit symbole assez étonnant. Alors, pour l'extérieur aussi, voyez-vous, les liens réciproques entre mon père et ces hommes étaient évidents. Et c'est toujours dans son éloge posthume de Leclerc, écrit par le général de Gaulle, cette épopée, il l'a également dit. Alors, voyez-vous, c'est, je crois, une des signes, tu as bien fait de poser cette question, c'était absolument un point fondamental, c'était la communication, c'est pas la communication, c'est les liens. Et alors Cocteau aussi a eu ce mot qui est assez superbe. Donc ce lien, c'était pas de la communication, voyez-vous, il a dit « J'ai rarement rencontré quelqu'un comme le général Leclerc qui ait aussi peu le souci d'être populaire et qu'il soit autant. » Voilà. Donc c'était pas du tout comme maintenant une campagne de publicité, c'était le sentiment intime de demander le meilleur à une équipe en ayant des liens personnels très profonds avec eux. Et alors il y a même aussi également ça a été évoqué quand mon père a été non seulement avec ses hommes, mais aussi comme instructeur. Il a été instructeur au Saint-Cyr marocain qui s'appelait Darbeïda et qui était à la fois, je dirais presque maintenant, presque le Saint-Cyr et l'ENA de l'époque. Et c'est le Pacha de Sefrou, qui était un de ses élèves, qui a 20 ans après, qui a dit « Mais nous, toutes les victoires de Leclerc ne nous étonnent pas, parce qu'on l'a eu comme instructeur à Darbeïda, à l'école des officiers du Maroc. Et tout ça, nous étions absolument, il ne nous a pas étonnés, parce que c'était tellement lui, il nous a marqué très profondément. » Voilà ce que je peux répondre à ta question. J'espère y avoir répondu du fond de mon cœur. Quelles étaient les relations entre le maréchal Leclerc et le général de Gaulle? Bonne question aussi, moi, évidemment, vous avez des bonnes questions. Eh bien, ce que je peux dire, au fond, ça a été immédiat d'abord, et ça a duré jusqu'à sa mort. Moi, je constate que très peu de jours après son arrivée à Londres, quand il s'est évadé de France par l'Espagne et le Portugal, quelques jours après, il a demandé rendez-vous au général de Gaulle. Il a demandé au général de Gaulle de le recevoir. C'était le 25 juillet. Malgré ce qu'ont dit certains, l'entretien a eu lieu en tête-à-tête. Personne n'y a participé. Et voilà ce qu'il y avait. Ça s'est passé, c'est en sortant de cet entretien, le général de Gaulle le relate dans ses mémoires de guerre.
Et mon père a indiqué tout de suite au général de Gaulle son désir de continuer à se battre et se mettait à la disposition du général de Gaulle à cet effet. Il lui indique également, c'est dans cette cour des Invalides que je l'ai appris, il lui indique également qu'il veut changer son nom de Haute-Cloque et en prendre beaucoup plus anonyme, celui de Leclerc, pour mettre à l'abri de représailles de l'ennemi ma mère et ses 6 enfants qui étaient restés en France. Donc c'est pour ça qu'il a pris le nom de Leclerc, car le nom de Haute-Cloque, comme il avait été capitaine, commandant l'escadron à Saint-Cyr, qu'il était sorti major de l'école de guerre, mon père était quasiment un symbole de l'armée d'active. Et j'ai interrogé, voyez-vous, M. de Courcelles, car à Londres, à l'époque, ils étaient 3. Il y avait le général de Gaulle, le capitaine de Courcelles sur les 2 camps et mademoiselle de Miribel. C'était les premiers jours, ils n'étaient pas nombreux. Bon. Et dans cette cour, j'ai interrogé M. de Courcelles, qui avait un cancer, qui après a été secrétaire général de l'Élysée et ambassadeur à Londres. C'était le premier compagnon, aide de camp, capitaine aide de camp, lieutenant à l'époque, aide de camp du général de Gaulle. Et je lui demandais si c'était le général de Gaulle qui avait poussé mon père à changer de nom ou pas. Alors, je veux être fidèle à ce qu'a dit Courcelles et je regrette toujours de ne pas avoir eu de micro comme aujourd'hui pour enregistrer ce que m'a répondu Courcelles. Il m'a répondu, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative en disant De Gaulle m'a dit, je lui ai demandé. De Gaulle s'est incliné, parce qu'il était courtois, De Gaulle. Quand mon père a dit que c'était pour protéger ma mère, c'est-à-dire sa base arrière, qu'il laissait en France sans savoir quand il reviendrait, il a tout de suite compris, effectivement, n'avait levé aucune objection. Il a simplement dit à Courcelles en sortant, et en présentant Courcelles à mon père, il lui a dit « Courcelles, voilà le capitaine de Haute-Cloque, désormais, on l'appellera Leclerc. » Voilà. Alors, mon père a pris ce nom uniquement par souci d'anonymat, qui a été assez vite percé, hein, entre nous soit dit. Et au fond, quand la victoire a été acquise, c'est-à-dire en mai 1945, ben, à ce moment-là, il n'y avait plus à craindre les représailles de l'ennemi, et là, il a repris son nom. Et il voulait y joindre, et voilà, en 1945, lui-même a voulu et a demandé à s'appeler Leclerc de Haute-Cloque. Donc il a été général Leclerc pour protéger ma mère, hein, de 40, disons à 45, et là, depuis 1945, c'est lui-même qui a demandé pour lui et ses descendants directs, c'est-à-dire moi et mes frères et sœurs, les enfants, etc., de s'appeler Leclerc de Haute-Cloque. Voilà. Voilà l'histoire de notre nom, et lui-même, et les autorités, le président de la République, le Premier ministre, quand il a été fait maréchal de France, cette dignité à titre posthume, l'acte d'élévation à cette dignité est signé le général Leclerc de Haute-Cloque, c'était à titre posthume en 1952, bien après sa mort. Bon. Donc effectivement, je tiens, vous me direz que c'est peut-être un peu complexe, il s'appelait Leclerc Haute-Cloque avant, Leclerc de 40 à 44, 45, et de 45 à après, eh bien, Leclerc de Haute-Cloque, c'est sous ce titre qu'il est connu comme maréchal de France. Pour les gars du Tchad, pour les gars du début, ils ont eu l'habitude de dire le général Leclerc, voyez-vous. Puis après, c'est le général Leclerc de Haute-Cloque, puis le maréchal Leclerc de Haute-Cloque. Ça, c'est dans cette cour, ici où vous étiez tout à l'heure, que Geoffroy de Courcelles me l'a dit. Je regrette de ne pas avoir eu mon micro, car effectivement, eh bien, Geoffroy de Courcelles le plus proche. Et c'est le général de Gaulle le premier qui a prononcé le mot de Leclerc de Haute-Cloque à Brazzaville. Et dans l'éloge qu'il a adressé de mon père après, il écrit toujours le général Leclerc de Haute-Cloque. Voilà. Donc là, j'ai fait le point, voyez-vous, c'est peut-être un peu complexe, mais ça recouvre des réalités successives. Donc, voyez-vous, les liens avec De Gaulle dès le départ. Et puis, ils ont duré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de mon père. Alors, pas du tout, je dirais, des rapports de conversation de tous les jours, hein, au fond. De Gaulle était à Londres, mon père au Tchad. Donc, ça veut dire que De Gaulle est intervenu régulièrement dans toutes les grandes occasions de la vie de mon père, voyez-vous. Ce n'était pas des conversations tous les jours, hein. Donc il y avait une certaine distance très confiante. J'en citerai quelques-unes, des interventions tout au long de la vie de mon père et des actions de mon père. Eh bien,
c'est ceci. Et mon père a toujours été loyal à De Gaulle depuis le départ jusqu'à sa mort, malgré quelquefois les difficultés. Donc, ce qu'on peut, par exemple, je vais vous citer quelques interventions. Quand mon père a pris Coufra, la victoire de Coufra, qui est restée très, très célèbre, c'était le 2 mars 1941. Dites-vous bien, 9 mois après la capitulation de la France. Ça a été très rapide. C'était la première victoire française, la prise de Coufra. Le général de Gaulle lui a télégraphié immédiatement, l'a nommé général, il était colonel jusque-là. Il l'a nommé général, et mon père, ça c'est un signe de modestie, trouvait que c'était exagéré. Trouvait que c'était trop rapide d'être nommé général, et il n'a porté ces 2 étoiles que de longs mois après. Il était au Tchad, De Gaulle l'avait nommé, il était en Angleterre, et il trouvait, mon père, que, eh bien, effectivement, c'était un peu trop rapide. Bon. Eh bien, De Gaulle, on a le texte encore de son télégramme, et De Gaulle lui a télégraphié, en 2 lignes, je crois, le soir, le lendemain de la victoire de Coufra, et lui a dit dans un télégramme ceci, il lui a dit: vous avez ramené la victoire sous le drapeau français, je vous embrasse. Je crois qu'on ne trouvera pas dans l'histoire et des communications du général de Gaulle, je ne crois pas que le général de Gaulle ait souvent dit à l'extérieur à quelqu'un, il pouvait le féliciter, lui serrer la main. À ma connaissance, il n'y a pas tellement d'occasion où De Gaulle ait dit à quelqu'un: je vous embrasse. Alors, les langues un peu réservées me disent: c'est laissé aller, ça n'empêche qu'il l'a fait. Deuxièmement, c'est De Gaulle qu'il avait, il ne faut pas oublier, quand De Gaulle l'a reçu à Londres, il a tout de suite dit dans ses mémoires de guerre: j'ai immédiatement compris à qui j'avais affaire. Et je vais régler immédiatement son affectation. Ça n'a pas duré 15 jours, tout de suite. Immédiatement, il a dit: vous, Leclerc, vous allez aller en Équateur, rallier l'Afrique équatoriale française. Vous savez, dans tous les mouvements de résistance, tous ceux qui prennent la résistance ont besoin d'avoir une base territoriale, voyez-vous. On veut toujours avoir une base territoriale, petite peut-être au début, pour installer le pouvoir de la résistance à cet endroit. Donc là, c'était l'AEF. Et De Gaulle, mon père a rendu service à De Gaulle de réaliser ce que De Gaulle lui demandait avec Pleven et Bois-Lambert, qu'il avait envoyé, de rallier l'Afrique équatoriale française. Avec, je me rappelle, c'était le Tchad, le Gabon, le Cameroun, hein, et puis le Togo. Pendant que l'AOF, elle, avait refusé de se rallier à De Gaulle. Donc, dans l'Empire français, voyez-vous, eh bien, le premier territoire qui s'est rallié à De Gaulle, qui a assuré, je dirais, l'assise territoriale de la résistance de De Gaulle, c'est mon père qui l'a rallié pour De Gaulle en 1940, quelques jours après avoir été voir De Gaulle la première fois à Londres, et De Gaulle l'envoyant immédiatement en avion avec Bois-Lambert et Pleven, rallier l'AF. Alors ça, je crois, c'est une intervention très importante. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'après, De Gaulle l'a nommé, l'a vu à Brazzaville, immédiatement a débarqué, a vu l'Empire français qui reprenait la victoire. Et alors, ce qui a frappé, c'est que, je crois, la victoire de Coufra a eu un grand retentissement dans le monde. C'était le moment où l'armée britannique reculait devant les troupes de Rommel qui s'appelait l'Africa Corps, et l'armée britannique était quasiment acculée au Caire. Bon. Et au fond, ce qui a été frappant, qui a été dit à la BBC de Londres, c'est que c'était la première victoire après la défaite française, la première victoire française, faite à partir de territoires français, ceux que mon père avait ralliés, dirigés et commandés uniquement par un commandement français avec des troupes françaises. Il y avait eu d'autres où ça avait été des victoires où la France avait aidé et en territoire qui n'était pas français. Mais là, ça a été la première victoire, et je crois, ce qui a frappé tout le monde à l'époque, c'était bien ça, je le répète, une victoire française, faite avec les armées françaises, sur un territoire
étranger bien sûr un territoire, mais à partir d'un commandement français. C'était la première victoire purement française, 8 mois seulement après la défaite, la capitulation de 1940. Et c'est là que mon père a fait ce qu'on appelle le serment de coup franc, qui est absolument étonnant, qui s'est réalisé 3 ans et demi après, en disant à Sédia, jurez de ne déposer les armes, on ne déposera les armes que quand on aura installé le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg. Être au Tchad, il fallait un sacré culot pour faire une pareille promesse qui a été tenue. Et c'est ça l'épopée de mon père. Bon. Alors voyez-vous, De Gaulle est intervenu, l'a nommé immédiatement donc commandant militaire du Tchad, général à 2 étoiles. Et puis, voyez-vous, dans les rapports très, très espacés, De Gaulle avait, au départ, dit à mon père, donné une orientation en disant ça et ça. C'était tout le Fezzan et toute la Libye. Et il disait à mon père, ça serait bien si vous preniez tout ça, pour tout simplement rejoindre Montgomery, qui attaquait dans le nord de la Libye, pour coincer l'Africa Corps. Ah. Ça et ça, disait De Gaulle, ça a été une désignation qui a duré probablement 1 minute ou 2, hein, que De Gaulle a faite, voyez-vous. Ce sont des liens évidemment très historiques et très profonds, ce ne sont pas des conversations de salon, évidemment. Bien. Alors ensuite, on peut dire que De Gaulle lui a dit, je vous l'ai dit, vous avez ramené la victoire sur le drapeau français. Et là, De Gaulle l'a fait compagnon de la libération. Parce que De Gaulle venait de créer l'ordre de la libération, voyez-vous, vous connaissez l'ordre de la libération, c'est-à-dire tous ceux qui se sont ralliés à lui dès le départ, très peu nombreux, puis qui disparaîtront, voyez-vous, puisque maintenant, il n'y en a plus que 70, je crois, les autres sont morts, compagnons. Donc, mon père là a été nommé par De Gaulle dans les tout premiers compagnons de la libération, à cette époque-là. Encore une manifestation de mon père. Quand mon père a pris le Fezzan, fait sa jonction avec l'armée britannique en Cyrénaïque. Bon, De Gaulle, à ce moment-là, les Américains avaient déclaré la guerre après Pearl Harbor, et vous vous rappelez que les Américains avaient débarqué en Afrique du Nord, qui était restée sous contrôle de Vichy et neutralisée à l'égard des Alliés. Eh bien, là, De Gaulle a réussi à persuader Churchill, qui était d'accord, Roosevelt, qui était contre, qu'il fallait que dans le futur débarquement en Normandie par l'armée américaine, il y ait une division blindée française et qu'il fallait équiper une division française à cet effet. Et De Gaulle avait déjà, c'était 1 an et demi avant le débarquement, l'idée que cette division française en Normandie, parce qu'il espérait la mettre en situation de libérer Paris. Oui, tout simplement. Parce qu'il pensait que Paris devait être libéré par une division française. Et à qui l'a-t-il confié? À mon père. Ça a été quand mon père, je vous ai montré l'insigne de cette division, que j'ai arboré un peu en votre honneur aujourd'hui, mon père dit sa plus belle victoire. Pourquoi? Parce qu'à partir des troupes qui avec lui avaient fait le Tchad et le Fezzan, il fallait l'étoffer considérablement pour faire une division blindée complètement moderne avec matériel américain. Et il l'a fait donc autour de ce noyau du Tchad, en y agrégeant d'une part des évadés français par l'Espagne qui voulaient se battre et s'engager à la 2e DB, et puis d'autre part des éléments de l'armée d'Afrique qui avaient refusé de se rallier à De Gaulle, comme je vous l'ai dit, en AOF. Quand mon père a rallié le Cameroun au départ, l'AOF a refusé de rejoindre De Gaulle. Et mon père, pour étoffer son noyau du Tchad, a agrégé à peu près 1/3 de troupes gaullistes de départ, résistants, et puis les évadés d'Espagne, et troisièmement, de l'armée qui était restée vichiste et qui l'a rejoint. Donc ça a été, et ça en forêt de Témara, ça a constitué la 2e DB. Et c'est l'action de mon père quotidienne de faire les liens entre des gens qui ne s'aimaient pas. Et je vais mieux vous dire que quand le Fezzan, mon père au départ a pris le Tchad et le Fezzan, il se flanguardait contre les troupes vichistes d'AOF de manière à ce qu'elle ne l'attaque pas, parce qu'on disait qu'elle allait l'attaquer, lui, Français libre.
Donc, si vous voulez, ce n'était pas uniquement des positions philosophiques du passé, c'est très, très concret. Et avec tous ces éléments disparates, il a fait une unité. Il a fait une unité qui ne regardait plus que d'un seul cœur. Et là, je crois que c'est une des qualités de mon père, je le dirai tout à l'heure, c'est qu'il n'était pas sectaire, voyez-vous. Il a fait de ces gens disparates, il les a formés. Ils sont devenus très compétents, meilleurs tireurs après, même avec le matériel américain tout nouveau. Et deuxièmement, avec un seul but, de quelque origine qu'il soit, voyez-vous, c'est-à-dire libérer la France. Et ça, De Gaulle l'avait nommé avec l'espoir qui a été réalisé que ce serait cette deuxième DB et mon père qui ferait la libération de Paris, un an avant. Voilà. Bon, donc c'est un signe très manifeste. C'est lui aussi que De Gaulle a chargé. Quand vous verrez les rendez-vous à Paris, c'est avec. Mon père a été nommé gouverneur militaire 6 mois avant par De Gaulle de Paris. Intérim en attendant que le général Koenig arrive. Ça voulait dire que c'était lui qui devait avoir la capitulation des Allemands à Paris, 6 mois avant. C'était aussi un signe de confiance. Donc voilà, quand vous me disiez les rapports, voyez-vous, de Gaulle et de mon père, ça a été des rapports extrêmement étroits, espacés, au grand moment de la vie, voyez-vous, pas des conversations de tous les jours, mais une entente profonde et sincère jusqu'à la fin. J'ai ici le texte de la lettre que De Gaulle a envoyée à ma mère. Mon père est mort le 28 novembre 1947, et le 29 novembre, De Gaulle écrivait à ma mère. Chère madame, ce que le général Leclerc de Haute-Cloque, voyez-vous, je disais tout de suite De Gaulle, Leclerc de Haute-Cloque, tout de suite, ça c'était en 1945. Ce que le général Leclerc de Haute-Cloque fut comme grand chef et illustre serviteur de la France, comme homme d'action, toujours glorieux, je le dirai certes au pays. À vous, chère madame, je veux dire aujourd'hui que mon immense chagrin, qui s'incline devant le vôtre et celui de vos enfants, j'aimais votre mari, qui ne fut pas seulement le compagnon des pires et des plus grands jours, mais aussi l'ami sûr, dont jamais aucun sentiment, aucun acte, aucun geste, aucun mot ne furent marqués même du nombre par la médiocrité. Sous l'écorce, nous n'avons jamais cessé d'être profondément liés l'un à l'autre. Voilà ce qu'a écrit le général de Gaulle à ma mère le lendemain de la mort de mon père. Entre deux, il avait nommé mon père à la tête du corps expéditionnaire d'Indochine, puisqu'il a quitté le commandement de la 2e DB à cet effet dès la victoire. C'est mon père que De Gaulle a désigné, alors qu'il désignait Argentlieu comme haut commissaire, comme commandant en chef du corps expéditionnaire pour rétablir la souveraineté de la France. Donc voyez-vous, j'ai essayé de répondre à votre question parce que, effectivement, vous me disiez les liens de Gaulle, ce n'est pas des liens, on ne trouvera pas des écrits de tous les jours, pas des conversations téléphoniques pour dire est-ce que vous allez bien, est-ce que votre grume est guéri, etc. Non. Mais dans les grandes occasions, voyez-vous, jusqu'à la fin, la mort de mon père, eh bien, le sentiment dès le départ, qui a été créé 2 jours après que mon père arrive à Londres, immédiat, eh bien, a été réciproque, durable, et d'une loyauté constante. Comment enfin ne pas rappeler que le général de Gaulle avait conseillé à son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, d'entrer à la 2e DB, la division Leclerc, ce qu'il fit au sein du régiment de fusiliers marins de la 2e DB, ainsi qu'à celui qui devint son gendre, c'est-à-dire le général de Boissieu, de rejoindre mon père et sa 2e DB, ce qu'il a fait, puisqu'il commandait l'escadron de protection de mon père. Je m'en souviens particulièrement, puisque c'est sous ses ordres directs que je me suis trouvé lorsque je me suis engagé à la 2e DB. Je tiens à rappeler ici qu'après une superbe carrière militaire, le général de Boissieu est devenu grand chancelier de la Légion d'honneur et chancelier de l'ordre de la Libération.
les anciens de la division Leclerc ont ressenti avec une grande tristesse sa disparition il y a quelques mois. Je crois avoir répondu de mon mieux à votre question. Quelle était la vision du maréchal Leclerc de la politique menée en Indochine? Je vais essayer de synthétique. La mission donnée par le général de Gaulle, quand il a nommé mon père chef du corps expéditionnaire, et en même temps, comme l'amiral d'Argentlieu n'a pas pu rejoindre tout de suite l'Indochine, il était un peu aussi, exerçant l'autorité civile et militaire. C'était de rétablir la souveraineté de la France en Indochine, qui avait été très sérieusement compromise pendant la guerre, parce que les Japonais avaient envahi l'Indochine et que les Japonais avaient mis à mal, évidemment, toute la structure administrative française en Indochine. Alors, le général de Gaulle avait donné comme mission rétablissez la souveraineté française. Alors, ce qui est stupéfiant, et ça, je crois que ça démontre une des qualités de mon père d'intelligence et de rapidité, c'est contrairement à ce que on pouvait penser, mon père n'a pas été mis au courant que quelques jours avant, à Potsdam, il y a une réunion entre Truman, car Roosevelt venait de mourir. C'était Truman, le président des États-Unis, entre Truman, Churchill et Churchill, pour redéfinir, quelques jours avant Hiroshima, pour définir quels sont de nouveau les théâtres d'opération du Pacifique. Et comme par hasard, ils avaient convenu, et De Gaulle n'y était pas. Et mon père n'a pas été mis au courant quelques jours avant que ce qui avait été décidé, c'est que le 16e parallèle serait la délimitation entre deux zones, une anglaise au sud du 16e parallèle, et une au nord avec la Chine de Chiang Kai-shek qui en avait la charge. Or, ce 16e parallèle coupait l'Indochine en deux, avec Saïgon, la Cochinchine au sud, et au nord, Hanoï et le Tonkin. Voilà donc mon père chargé d'une mission en Indochine sans savoir que, bien sûr, il aurait à négocier, presque un petit peu à contrer les tentatives d'Ho Chi Minh qui avait pris le pouvoir avec les communistes dans le nord de l'Indochine. Et là, il se retrouvait avec les Chinois, les Chinois, on le sait, guerre en Europe, avaient toujours eu, et les Indochinois se méfiaient des Chinois, car les Chinois avaient toujours tenté de prendre l'Indochine. Et les Indochinois avaient peur des Chinois. Je ne veux pas comparer avec l'Alsace-Lorraine en France, il y avait peut-être pas loin, peut-être qu'en Indochine, on expliquerait que la France et l'Allemagne se méfiaient l'un de l'autre à cause de l'Alsace-Lorraine, on aurait peut-être une situation comparable. Donc mon père, brusquement, s'est trouvé là-bas, avec non pas, comme il le pensait, à rétablir la souveraineté à l'égard d'Ho Chi Minh en insurrection au Tonkin, mais aussi pour neutraliser les Chinois, car l'Angleterre qui avait la charge, c'était Lord Mountbatten à l'époque qui commandait la zone du sud du 16e parallèle, était tout à fait prêt à aider les Français à reprendre l'Indochine, mais le nord, c'était les Chinois qui n'avaient pas du tout envie de lâcher le nord du 16e parallèle qui était le Tonkin et qui entendaient bien se payer très cher sur le dos de la bête en Indochine. Et en plus de ça, l'arrière-fond, c'est que l'Amérique, avec Truman comme avec Roosevelt, n'aimait pas les colonies et que l'Amérique n'était pas du tout favorable à ce que la France reconstitue son empire. Donc voilà mon père arrivant là-bas, à 20 000 km du nord de la France, et tout de suite, il a intégré toutes ces données avec une vitesse stupéfiante et a compris qu'à un moment où la France, à la sortie de la guerre, c'était en 1945, c'était au moment d'Hiroshima, était à bout de souffle, devait se reconstruire avec une marine quasiment inexistante, puisque la marine de guerre française avait été détruite à Mers-el-Kébir, et à 20 000 km, c'est-à-dire aux antipodes exacts de la France, que mener une guerre là-bas pour refaire une colonie,
dans son jugement, et je vous l'ai cité tout à l'heure, pour lui, c'était en toutes circonstances agir, avoir une action qui aille du côté de l'intérêt supérieur de la France. Eh bien, il pensait que, effectivement, la mission que lui donnait Charles de Gaulle, ça voulait dire pour lui rétablir la souveraineté de la France à toute vitesse pour lui donner des cartes d'une négociation avec les indépendantistes et avec Ho Chi Minh, et surtout pas refaire une colonie comme avant. Et voilà, immédiatement, et ton grand-père, ton arrière-grand-père a tout de suite compris ça. Alors ce qu'il a fait, c'est à toute vitesse, avec les troupes du corps expéditionnaire, notamment le groupement de marche de la 2e DB qu'il avait suivi là-bas sous le commandement de Massu, il a repris Saïgon tout de suite. Et en quelques mois après, il a repris Hanoï. Donc reprenant Saïgon, c'était le sud, et Hanoï, c'était le nord. Et à partir de là, pour pouvoir discuter avec Ho Chi Minh. Et il s'est trouvé, Ho Chi Minh, donc, avait pris le pouvoir avec les communistes dans le nord. Et il s'est trouvé que Ho Chi Minh, la réputation de mon père d'une loyauté, d'une autorité honnête et loyale était tellement... qu'il s'est entendu avec Ho Chi Minh tout en se disant que tous les deux, ils allaient se combattre très fort l'un contre l'autre. Et mon père, c'est là où il a eu un peu cette politique qui était extrêmement grande. À un moment, on pensait peut-être qu'il n'était que le guerrier, a compris qu'il ne fallait pas hésiter à dire avec Ho Chi Minh le mot indépendance. Ce qui en France a été, qui n'était pas prête à soutenir et n'a pas soutenu vraiment à fond le corps expéditionnaire, tout en gardant la vieille politique de refaire de l'Indochine une colonie. Et tous les présidents de la République que j'ai vus depuis, que ce soit Vincent Auriol, Blum, qui a succédé quand le général de Gaulle a donné sa démission à ce moment-là, rappelez-vous, il a quitté en fin 1945 le gouvernement, tous m'ont dit qu'effectivement, si on avait suivi l'avis de mon père, eh bien, il n'y aurait pas eu de guerre d'Indochine qu'elle aurait été évitée. Alors voilà, mon père a soutenu, par exemple, à toute vitesse, ça a été extraordinaire, à une rapidité, une sûreté. D'abord, Saïgon et le Sud, qui était dans le Sud, le 6e parallèle, quelques mois après, Hanoï et le nôtre. Et c'était tellement fort que j'ai montré à Philippe, j'ai une photo à Tailly, où froidement, mon père reprend Hanoï. Et Ho Chi Minh est tellement impressionné, il avait comme second déjà Giap, qui a battu la France à Dien Bien Phu après, que froidement, mon père, froidement, dit, alors qu'Ho Chi Minh avait ses troupes communistes qui étaient là, dit, je suis chez moi, vous êtes installés là, c'est moi qui m'y mets. Eh bien, au fond, après tout, tous ces gars-là, c'est des gars pour chez moi, je prends vos types communistes pour ma garde personnelle à Saïgon. Et froidement, le général Giap, stupéfait, demande aux communistes de Ho Chi Minh quels sont ceux qui veulent être de la garde du général Leclerc à Hanoï, et tous qu'ils avancent un pas, tous ont avancé d'un pas. Et mon père, froidement, on le voit passant en revue sa garde personnelle, qui étaient les communistes d'Ho Chi Minh qui venaient de reprendre. Les gars étaient bleus. Ho Chi Minh, à ce moment-là, et j'ai un témoignage chez moi que je garde, mais il est au coffre. Ho Chi Minh pensait qu'il s'entendrait avec mon père. Et mon père a tout de suite compris qu'il y avait une chance, parce que Ho Chi Minh, finalement, avait confiance en mon père, parce qu'il était loyal. Et il s'est dit, il y a les Chinois au nord, du 16e parallèle, finalement, Leclerc est loyal, il va être dur, il va exiger, mais c'est probablement l'intérêt de l'Indochine, vaut mieux que les Chinois qui vont essayer de nous reprendre et de nous piller. Eh bien, mon père a tout de suite vu qu'il y avait une carte à jouer pour contraindre Ho Chi Minh, c'était que Ho Chi Minh joue l'alliance avec la France. Et mon père a carrément dit, ce qui a été considéré comme très 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 révolutionnaire, qu'il ne fallait pas hésiter dans un accord avec Ho Chi Minh à dire le mot indépendance, à condition que Ho Chi Minh et l'Indochine restent dans l'Union française. L'Union française, c'était un peu le Commonwealth britannique, mais plus fort, voyez-vous. Donc mon père n'a pas hésité à dire non, il ne faut pas refaire une guerre coloniale en Indochine, on va la perdre, on va épuiser la France, c'est pas l'intérêt supérieur de la France. Moi je joue de refaire à toute vitesse les cartes de la souveraineté française pour avoir les bases solides d'une discussion avec Ho Chi Minh qui va être très dure et que je vais faire. Voilà la politique de mon père en Indochine. Alors elle a été mal comprise parce que la France hésitait, et quand il est revenu, tous les Blum
Ramadier, Vincent Auriol, Général de Gaulle est parti, lui ont tous demandé de repartir en Indochine et lui donner tous les pouvoirs. C'est-à-dire aussi bien militaire que civil. Bon, il était et le haut commissaire et le commandant des troupes. Et mon père a consulté le général de Gaulle, d'autres, et il a posé des conditions. Et quand il a vu qu'on lui offrait sur un plateau tout en Indochine, mais que la France n'était pas prête, rappelez-vous, à soutenir, quand je vous dis rappelez-vous, j'ai tort parce que je ne suis pas né, bon, mais que la France n'était pas prête à faire ce qu'il fallait pour soutenir cette politique et de reprendre la colonie, mon père a refusé. Et mon père a refusé, donc c'était 1 an avant sa mort, et là, il a été nommé inspecteur général des troupes d'Afrique du Nord, c'était 1 an avant sa mort. Voilà l'histoire d'Indochine, et tout le monde m'a dit maintenant, que ce soit les socialistes, que ce soit Ramadier, que ce soit Vincent Auriol, que si on avait écouté mon père, dans la vie, alors là je crois que c'était un signe où mon père a été de haute diplomatie, alors qu'en partant, il ne savait même pas qu'à la conférence de Potsdam, les Chinois avaient le Nord, il a eu à résoudre un problème et a vu clair très très vite et du premier coup sur l'intérêt supérieur de la France, et tout le monde reconnaît maintenant que si on l'avait écouté, si on l'avait suivi, avec la contrepartie qu'il demandait pour sa politique, de le soutenir là-bas, eh bien effectivement, il n'y aurait pas eu ces guerres d'Indochine affreuses. Voilà. Voilà ce que je peux répondre pour l'Indochine. Ça va sûrement être notre dernière question, mais en fait, quelles étaient les principales qualités du général Leclerc? Ah, alors, les qualités de mon père. Écoute, Philippe, je crois qu'après les questions fondamentales que vous avez posées, tous les trois, qui étaient au fond un peu des constats de qualité, des constats d'action, au fond tu me poses comment il a fait, quelles étaient les qualités qui étaient le ressort, tu vois, de cette chose. Évidemment, c'est fondamental. Et je me suis, crois-moi, la première des choses après je me suis posé cette question comme toi, de mon père, qu'est-ce qui a permis cette fantastique épopée? Alors, je vais essayer d'y répondre. Je vais te répondre en disant ça. Il y a eu plus de 70 ouvrages écrits sur mon père. Parce que, effectivement, tous partant de points de vue qui n'étaient pas le même. Parce que la liste, si on faisait la liste de ses qualités, était telle que chacune de ces qualités permettait d'être un point de départ qui focalisait un livre. Bon. Et c'est la liste des qualités de mon père. Je comprends, voyez-vous, que ces approches dans les livres étaient différentes, parce que la liste des qualités de mon père, si on l'a fait, était absolument considérable. J'essaie de la faire quand je la cite, d'après les livres et ce que j'ai connu. Il y avait le patriotisme, c'est sûr, qualité. Il y avait le sens aigu de l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la France. Il y avait le courage, car physiquement, il était courage. Au début, au Maroc, il a chargé à la tête de ses cavaliers en tête, et il a eu plusieurs chevaux tués sous lui, etc. Il avait le courage et l'intelligence. Bon, il y avait l'esprit, et le caractère, la capacité de travail, car souvent, quelquefois, des gens très intelligents ne sont pas forcément très travailleurs. Lui, il était très travailleur. La rapidité de jugement, l'exemple d'Indochine, par exemple, l'a absolument montré. Il y avait aussi le sens de l'essentiel, voyez-vous. Autrement dit, chercher une chose à travers des situations compliquées, de tout de suite voir quelle était la ligne et l'essentiel. Donc, voilà, quand on fait la liste, on est frappé de ce que cette liste est évidemment très, très étendue. Il y avait encore, en même temps, une capacité, mon père méditait. En Afrique, ça a frappé tout le monde, et en même temps une adaptation au terrain. Autrement dit, c'est-à-dire l'esprit tout en haut et le terrain plus bas. Il y avait l'intransigeance et la modestie qui allaient ensemble. Il y avait l'ascendant sur ses troupes, il l'a montré partout. Il y avait ce que j'ai dit, une capacité de méditation et en même temps une formation. Il y avait l'intensité et la minutie de la préparation, il l'a montré dans toutes ces guerres qui étaient
minutieusement comme coup franc préparé, exécuté très très rapidement. Et la vitesse d'exécution. Il y avait une exigence vis-à-vis de ces hommes et en même temps un souci de les épargner. Il y avait, au point de vue militaire, et tacticien et stratège. Souvent, celui qui est statisticien n'est pas stratège. Mais, voyez-vous, moi, ce qui m'est apparu, et qui était impressionnant, que cette force, cette liste de qualités que j'ai évoquées, c'était leur cohésion, voyez-vous. Et ce n'était pas une addition, mais un ensemble. Donc, une personnalité où on peut dire que chaque élément en équilibrait un autre, au lieu de les contrarier, car dans ceux que je vous ai énoncés, il peut y avoir très bien entre la méditation et la force d'action des contrariétés. Au lieu de les contrarier, ou je dirais même d'en réduire la portée. Donc il fallait, et ceci jouait ces équilibres d'une manière variable, suivant les circonstances et les situations. C'était sa fameuse capacité de s'adapter, qu'un guerrier réputé en Afrique, en France, en Indochine, où tout le monde ne pensait qu'à faire la guerre, disent non, on ne peut pas faire la guerre, la France n'y gagnera pas, elle va perdre, il faut négocier, etc. Ça montrait une force d'adaptation considérable. Hein. Et c'est là que beaucoup de gens ont compris que mon père n'était pas seulement un guerrier, mais que les vertus d'ailleurs qu'il préconisait, voyez-vous, pour ses troupes, étaient des vertus qui s'appliquaient partout, qui s'appliquaient pendant la guerre et dans ce qu'il appelait les combats pacifiques de la Reconstruction française. Donc, voyez-vous, et ce qui frappait, c'est que ça s'appliquait d'une manière variable, suivant les circonstances et les situations, pour s'adapter et apporter la solution toujours visant à l'essentiel. Cet ensemble est fascinant. Et moi, ce qui m'avait fasciné le plus, et je sais que beaucoup de ces grands officiers, des généraux, ont vu que, effectivement, ce qui fascinait, c'est que ça faisait un ensemble complet. Quand on voyait la méditation et l'homme d'action, l'exigence et l'indulgence, ça faisait, au fond, et j'ai relu, je vous donnerai une citation en disant ce qui a frappé, en disant, il était tout jeune à 19 ans, frappé, c'est qu'il présentait les qualités qui, chacune aurait mérité d'être mise en exergue en un ensemble qui était complet. C'était assez fantastique, alors que ça aurait dû quasiment soit les neutraliser les unes les autres, soit les contrarier. Voyez-vous ? Alors, j'ajouterai à votre attention aussi une cohésion, voyez-vous, entre l'inné et l'acquis. Car moi, je suis tout à fait... Et le souci de mon père, qu'il avait de se commander à lui-même. Mon père avait beaucoup de caractère, il avait de temps en temps... je dirais presque des impulsions et même des sautes de caractère. Et il se disait toujours se commander à soi-même pour commander. Et il faisait beaucoup d'efforts pour se commander. Il avait un caractère vif, hein, certain. Et première des choses, se commander à lui-même. Alors, pour tenter une difficile synthèse, c'est pas commode, hein, j'ai essayé de tenter une difficile synthèse de tout ça. Et j'essaierai, moi je voudrais partir de deux grands pôles. Pratiquement, ce que j'ai essayé de faire, c'est croire et vouloir. Voilà. Si je devais résumer la vie de mon père, j'aurais dit croire et vouloir. Parce que croire sans vouloir, très idéaliste, c'est très bien, ça ne va pas loin. Vouloir sans croire, c'est un peu partir au galop sans savoir où on va. Hein. Bon. Alors, en exergue de cette approche, permettez-moi un double constat. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était jeune. Je veux dire, être mort à 45 ans après avoir agi sur 3 continents. L'Asie, l'Europe, d'abord l'Afrique, l'Europe et l'Asie. C'est pas un petit champ, c'est pas rétréci. Donc, c'est extrêmement large, c'est à l'échelle du monde. Donc, il était jeune, il est mort à 45 ans. Deuxièmement, je constate que les qualités qui ont le plus frappé tous ceux qui ont écrit sur lui et ses hommes, qui ont le plus frappé depuis 1940 jusqu'à sa mort en 1947, existaient déjà
et était remarqué par ses proches avant la guerre. Moi aussi, ça m'a beaucoup marqué. Peut-être pas avec des effets aussi déterminants que ceux des événements auxquels c'est appliqué après, mais elle existait avant la guerre, et d'une manière tout à fait forte. Avant 20 ans, à 19 ans, il était en préparation, il était un élève brillant et travailleur, déjà. Reçu dès la première année, à 19 ans, au concours de Saint-Cyr, premier. Il sera nommé premier à l'issue de son stage à Saumur, de l'école de guerre. Ses notes sont excellentes. Par exemple, le futur général Priou, inspecteur de la cavalerie, au moment de sa mutation de mon père, a été envoyé comme premier commandement après au Maroc pour ses permissions, écrit à son futur chef qui allait le recevoir. Vous allez recevoir le lieutenant Philippe de Haute-Cloque. Je l'ai connu à l'armée du Rhin, c'était à Trèves tout de suite après la guerre, avant la guerre. Sorti en tête de sa promotion de Saint-Cyr, comme de Saumur, c'est un officier qui est au-dessus des meilleurs. Il est jeune et peut avoir besoin de conseils. Comme il a du tempérament, une forte personnalité, il demande à être conseillé avec doigté. J'ai voulu vous en prévenir. Vous voyez le tableau. Voilà les notes qu'à 19 ans envoyait l'inspecteur général sur mon père à 19 ans, ou 20 ans, sortant de Saint-Cyr. Quand il se présente à l'école de guerre, l'école de gentilhomme, que d'abord il a refusé, parce que le général le gentilhomme lui a dit il faut que vous fassiez l'école de guerre. Mon père a dit ah non, moi j'ai mieux le commandement sur le terrain que les études intellectuelles. Le général gentilhomme, connaissant mon père, lui a dit c'est un ordre. Ah bon, hop, Rompé, il a présenté l'école de guerre, est sorti et entré premier. Bon. Alors, il l'a noté ainsi officier de grande classe, d'une intelligence claire et rapide, d'un jugement très droit, ayant de l'originalité dans les idées, une excellente méthode de travail, beaucoup de maturité et une personnalité accusée en dépit de sa modestie. Tout à l'heure, dans les qualités, j'ai parlé de l'autorité, modestie en même temps, et de simplicité. C'est un vrai cavalier qui a une magnifique aisance, sur le terrain. Ça, c'était aussi mon père. Intellectuel, la pensée d'abord, mais le terrain, c'est des coups d'œil rapides, immédiats, tactiques comme stratégiques, etc. Une vision nette et une décision prompte. Il s'est classé le premier de sa promotion. Ça, c'est général Priou qui a écrit ça. Au début de 40, le général Buisson, au début de 40, quand mon père était capitaine, il s'est battu à Lille, en Champagne, puis il a été blessé après. Le général Buisson, commandant de 2e groupe cuirassé, écrit à propos du capitaine de Haute-Cloque. Le capitaine de Haute-Cloque va du 10 au 15 juin, c'est en 40, juste avant d'aller la défaite française avant l'Angleterre, donner la mesure de sa valeur dans des missions de champ de bataille, où à côté de sa modestie et d'un courage forçant l'admiration, il va surtout s'affirmer comme un chef de grand caractère. J'ai très rarement rencontré un officier de cette envergure, et aussi complet. Oui, tout à l'heure je vous parlais d'un verbe complet. Voilà, et aussi complet. Et je suis sûr, c'est rarissime, mais je n'ai jamais vu ça dans une note, et je suis sûr de servir l'intérêt de l'armée française en demandant qu'on le suive et qu'on le pousse, car le capitaine de Haute-Cloque a l'officier d'un très grand chef. Bon, voilà ces notes. Donc voyez-vous, ça n'a pas été brusquement l'exposition, tout ça a été en germe, avec évidemment pas les mêmes champs d'application, qui ont explosé avec la guerre, sur 3 continents, mais en germe, je dirais, que dans l'acquis de sa formation, de l'exemple familial, de son père, qui avait été refusé au service militaire, s'est engagé à 52 ans comme 2e classe, est revenu porte-drapeau de son régiment et lieutenant à l'armistice en 1918, et que tout le monde appelait Monsieur Père. Voilà. Eh bien, et puis de son oncle, qui était colonel à Anson, qui a été tué dans les premiers jours, le frère de son père, tué dans les premiers jours en Belgique,
avec son fils aîné. Alors, je constate que ce sont des qualités déjà remarquées dans l'armée avant 40, chez le capitaine de Haute-Cloque, qui ont donné autant d'adversité de 40 à 47, voyez-vous, sous le nom de général Leclerc, puis de Leclerc de Haute-Cloque, leur pleine mesure à l'échelon de 3 continents, les résultats et qui ont frappé l'opinion française. Je reviens après ces 2 constats à l'approche, voyez-vous, de croire et vouloir. Cela signifie que l'esprit était le moteur. Moi, ça m'a frappé toujours de mon père. L'esprit. La méditation, l'esprit est le moteur. L'esprit est le moteur et que cette foi, la foi qu'il avait, se déclinait tout naturellement en foi religieuse, en foi patriotique, et que l'action, c'est ça qui m'a toujours sidéré chez mon père, était l'aboutissement normal de la méditation. Autrement dit, la méditation était tellement forte qu'elle conduisait à l'action. C'est-à-dire que quand on dit croire et vouloir, c'est bien un ensemble et pas un ajout, une juxtaposition. Eh bien, je crois que chez lui, la méditation, ce qui stupéfiait les gens, lui qui était très actif, il méditait, mon père, oui. Au Sahara, par exemple, il a médité très souvent. Et quand on médite et qu'on en arrive à une tellement forte intégration de sa méditation, ça conduit à l'action, voyez-vous. Voilà. Alors, tout jeune déjà, il disait à sa mère, c'est étonnant comme phrase, à sa mère, rassurez-vous, je mettrai toujours ma conduite en accord avec mes principes, voilà. Donc, toujours la méditation, mes principes, mes croyances, j'en déduis, j'y pense tellement forcément que bien, mon jugement, tout ça, hop, il trouve le chemin de l'action. Ça, c'est une des choses, je dois dire que moi, ça m'a assez fasciné. On arrivait à être méditatif et très rapide, voyez-vous. Et cette rapidité s'alimentait aussi d'un travail acharné de formation et de préparation qui maîtrisait son impatience. Par ailleurs, son exigence de spiritualité ne le rendait ni moralisateur, voyez-vous, ni sectaire. Par exemple, la deuxième DB l'a montré, il voulait qu'une chose lui était égale, que les gens soient de quelle provenance, lui très croyant, qu'il le soit pas, il voulait se battre. C'était le but qu'il fallait, l'essentiel pour la France, c'est avec ça qu'il construisait, des gens de toute provenance, de toute croyance. Et c'est ça qui a fait la division Leclerc, voyez-vous. C'est donc, moi c'est ça qui m'a sidéré, c'est que ce n'était pas un ajout, c'était un ensemble de personnalités complet, ce qui est très rare. Je suis frappé, j'ai marqué pour moi que cet équilibre de qualité paraissait peut-être contraire à jouer aussi bien dans le commandement des armées, même que dans sa tâche d'instructeur, voyez-vous, puisqu'avant, il a été instructeur à Saint-Cyr, et au Maroc, il a été instructeur à l'école de Darbéida, qui était l'école des officiers du Maroc. Et au fond, dans son métier d'instructeur, déjà, on sentait que la même chose que dans son métier d'exercer le commandement des troupes directement, au lieu d'instructeur, il y avait déjà ce langage. Et on l'a vu à la deuxième DB, s'ils l'ont gardé, ces anciens, pendant toute leur vie, pendant 40 ans, 50 ans après avoir quitté la deuxième DB, c'était au fond une espèce de règle de conduite et de vie qui s'imposait aussi bien pour les victoires militaires que pour les victoires civiles. Et la deuxième DB a été après ça une pépinière de généraux, de ministres, de commissaires européens, de diplomates. On en rencontre dans tous les horizons, aussi bien en Afrique qu'en Australie. Et c'est une pépinière de gens responsables. Bon. Alors voilà ce que je voulais dire. C'est un équilibre entre son esprit de décision et de rapidité, son intensité de travail, de réflexion et de préparation. Beaucoup d'observateurs ont été frappés de la rapidité de son jugement et de sa capacité de dégagement essentielle. Ces qualités ont trouvé leur application non seulement dans le domaine militaire, comme je vous le disais, mais dans celui plus large, d'ordonnancer et d'impulser de développement, comme celui économique du Cameroun. Par exemple, mon père là-bas, arrivant au Cameroun, immédiatement, après avoir rallié le Cameroun à l'hypothèse gaulliste, a non seulement organisé l'armée, mais toute l'économie du Cameroun pour que cette économie renaissante soit susceptible de fournir une base à la contribution militaire.
En Indochine, ça a été également pareil, voyez-vous. Certains qui ne voyaient au départ essentiellement que des qualités militaires chez mon père, stratégiques et tactiques, ont été très, je l'ai marqué, ont été très étonnés de découvrir que sa volonté ferme et permanente de rechercher avant tout l'intérêt supérieur de la France le conduisait à préconiser quand il le fallait et à contre de l'opinion la négociation comme en Indochine, à partir de bases élaborées, certes et solides, plutôt qu'une action armée qui, même si bien menée, n'aurait pas mené à grand-chose et apparaissait aboutir à une impasse comme en Indochine, que l'histoire a prouvé. Alors j'aime les anciens, jamais les anciens, voyez-vous, qui à Fontainebleau, à qui il a fait ses adieux à la division de la 2e DB, eh bien, comportait un souhait que ces hommes, c'est là où il leur a dit, au-delà de la guerre, maintenant que vous allez tous partir, rappelez-vous, il leur a dit, rappelez-vous l'intérêt supérieur de la France dans des activités pacifiques de la reconstruction de notre pays, sans la focaliser sur les nécessités guerrières. Et pour lui, le même esprit, les mêmes invitations devaient aboutir à des réussites dans des domaines bien différents que ceux de l'armée, et qui ont montré leur valeur. Alors, son ascendant naturel dans la formation des hommes a marqué des compagnons pour la vie. Je connais rarement des anciens de la division Leclerc qui presque tous sont partis à droite, ceci ou cela, qui 40 ans, 50 ans après sont encore marqués à vie, et quand ils se retrouvent, c'est même étonnant, voyez-vous, d'avoir un esprit comme celui-là, où pour eux, je dirais, moi je veux dire aussi, pour moi c'était les plus belles années de notre vie. Les années, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On a conclu que de tout cas, il garde vivant l'esprit chez lui, conditionnait toutes les attitudes et toutes les actions. L'esprit était premier. Tout le reste était des déclinaisons, au fond, de ce que lui inspirait l'esprit. Voilà ce que je veux dire. J'ai probablement mal répondu à votre question sur ses qualités. Pour moi, c'était une personnalité d'ensemble. Ce n'est pas une addition, même si l'addition est très fulgurante. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, mon papa. C'est très gentil d'avoir répondu à nos questions. J'ai fait modestement ce que je pouvais, sans être sûr très bien même de cerner complètement mon père.